Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays que j'aime énormément, où beaucoup d'entre vous me regardent. Un pays magnifique, véritable écrin de nature qui se caractérise par ses vastes forêts interminables, ses milliers de lacs de toutes les formes, ses nombreux animaux, mais aussi par son sirop d'érable ainsi que l'accent unique de ses habitants. Vous l'avez peut-être deviné, je parle du Canada. Et je vous vois venir, bande de lascars, pour les plus fourbes d'entre vous. Bah alors Mogo, on parle de l'accent, c'est très méchant ce que tu dis, et c'est cliché encore. Alors là, c'est mal me connaître, j'aime énormément l'accent canadien. Je vous jure, j'aime beaucoup trop ses habitants. J'aime trop comment vous parlez, et moi perso, je trouve ça super beau. Donc commencez pas, sinon on va pas s'entendre, vous et moi, hein. Je vous ai à l'œil. Bref, ce qui est surprenant avec le Canada, et c'est obligatoire d'en parler, c'est la taille de ce pays. Environ 10 millions de kilomètres carrés. Rien que ça. C'est l'équivalent de presque la totalité de l'Europe, 18 fois la France et pourtant seulement 38 millions d'habitants. En France, pour rappel, on est à peu près 68 millions, donc c'est pas du tout la même chose. Imaginez des milliers de kilomètres à parcourir, sans peut-être croiser ni une seule personne, ni une seule maison, si ce n'est celle des animaux, celle des arbres. Ça fait très peur, mais ça fait aussi un peu rêver quand même. Un peu de solitude, des paysages, du bien-être, c'est pas plus mal. Parce qu'avec la vie parisienne par exemple, avec tous ses habitants, on n'a plus le temps d'être un peu solo, on a l'impression que la vie va trop vite. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Pour notre histoire, nous allons regarder vers l'ouest du pays, plus précisément en Colombie-Britannique. C'est dans une petite ville de 1000 habitants, entourée de sommets enneigés et de beaucoup de complexes industriels que débute notre histoire. Nous sommes à Fort St. James le 21 janvier 1990. Cette date marque la naissance d'un énième être humain qui va bien plus tard être l'auteur présumé d'un certain nombre d'horreurs. Eh bien salamatan mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Sans plus attendre, voici l'histoire de Cody Alan Ledjebokov. Éteignez votre lumière, installez-vous tranquillement et laissez-vous emporter par ma voix. Avant de commencer, il est temps de gagner un peu plus d'argent, histoire de mettre la mama à l'abri. Les amis, il est temps de faire place au sponsor du jour, Raid Shadow Legends. Raid a révolutionné le monde des jeux mobiles, Raid Shadow Legends. Et je le dis avec mon accent éclaté, tu vas faire quoi? Oublie pas qu'il y a Mogo Junior dans les parages, petit fourbe. Regardez-moi ces graphismes, ils sont très forts concernant la qualité du jeu. Quand on joue à Raid, on a l'impression de jouer sur une PS5, alors que pas du tout. C'est sur un téléphone qu'on a une aussi bonne qualité. Et ouais, c'est un jeu mobile et en plus, il est gratuit. Je sais que vous aimez quand c'est gratuit. Qui n'aime pas quand c'est gratuit? Quand on m'invite au restaurant, j'aime trop quand c'est gratuit. T'es vraiment un rat, Mogo. C'est bon, et faut profiter dans la vie. Et quand c'est gratuit, faut profiter. Quand il y a un buffet à volonté gratuit là, t'inquiète pas que moi je profite. Donc vas-y, télécharge Raid Shadow Legends. À travers ce jeu, il y a des centaines de champions à découvrir. Et autant vous dire que ça me rappelle des souvenirs. Mon perso préféré, c'est le fameux Kael, un elfe qui a vraiment la classe et qui me rappelle Legolas dans le Seigneur des Anneaux. Il est super stylé et j'aime trop jouer avec. Et aussi en ce moment, il y a une série limitée épique. Raid ajoute certains des nouveaux personnages de la série en tant que champions avec lesquels vous pouvez jouer dans le jeu. L'un d'eux, c'est le redoutable seigneur de guerre Arthak. Il sera accessible à tous simplement en se connectant à Raid pendant 7 jours d'ici le 24 juillet. Donc si vous commencez le jeu, ne ratez pas l'occasion de l'obtenir. Comme ça vous commencerez avec un orc hyper badass. Le jeu est hyper prenant entre les campagnes, les donjons, les arènes, toutes les possibilités d'améliorer ses champions. Quoi dire de plus mes amis, ce jeu est gratuit, donc venez faire partie de la légende et c'est parti pour la bataille. Les 3 meilleurs endroits où jouer à Raid. Et vous pouvez jouer n'importe où vous voulez. Quand vous faites votre douche, n'hésitez pas, jouez à Raid. Quand tu t'ennuies au bureau, tu sais quoi faire. Prends ton téléphone aussi et joue à Raid. Et aussi la nuit avant de dormir, quand tu t'ennuies, t'as juste à jouer à Raid. Tu peux jouer à ce jeu et le kiffer n'importe où et n'importe quand. Pour ce faire, vous pouvez le télécharger gratuitement dès maintenant en utilisant mon lien en description. Alors qu'est-ce que t'attends, petit moldu, hein?
Obtiens un pack de démarrage d'une valeur de 30 € en utilisant mon lien ou en scannant mon QR code. Regardez tout ce que vous aurez, histoire de bien commencer dans le jeu et de tout déchirer. Le sponsor est maintenant terminé, merci à Raid et quant à nous, on reprend notre vidéo. Le 21 janvier 1990, le petit Cody Alan Ledjebokov voit le jour. Le jeune garçon grandit dans une famille et reçoit beaucoup d'affection. Il a des parents attentionnés, des frères et sœurs, ainsi qu'une grande famille élargie dans toute la région. Cody Ledjebokov est ce qu'on pourrait appeler un enfant canadien typique. C'est-à-dire qu'il aimait le hockey, le snowboard, il aimait le ski et faire la fête. À l'école, il est très apprécié de ses camarades et il est également très bon en sport. Ses grandes capacités physiques, il les doit notamment à son physique plutôt imposant. Cody est un enfant relativement grand pour son âge et il est bien développé musculairement. À environ 25 ans, il ne fera pas moins de 100 kg pour 1,82 m. Et à votre avis, bande de fourbes, quelle est ma taille et quel est mon poids? J'aimerais bien avoir vos avis en commentaire. Je suis assez curieux d'avoir vos réponses. Et pour vous donner une idée, une aide, n'hésitez pas à venir sur mon Insta Mokota-sama. Là, vous allez peut-être trouver. Bref, reprenons, vous m'avez dissipé. Let's go. Revenons à la personnalité de Cody. Il est décrit comme un enfant sympathique et apprécié par ceux qui le côtoyaient. Son grand-père maternel, Monsieur Roy Godwin, déclara plus tard que son petit-fils avait reçu une bonne éducation et que tout était parfait. Lui-même l'emmenait beaucoup à la chasse et à la pêche. Cody a ainsi grandi en chassant la gélinote. Il s'agit d'un petit oiseau plus connu sous le nom du coq des marais. Regardez-moi ça, comment cette espèce est toute mignonne. C'est là que je me dis que la vie est incroyable. Tout un tas d'espèces aussi magnifiques les unes que les autres. Bref, Monsieur Godwin ajoutera que Cody était un enfant parfaitement normal, c'est-à-dire semblable à des milliers de garçons et adolescents de son âge. D'ailleurs, lorsqu'il apprendra ce pourquoi son petit-fils est poursuivi, il en tombera des nues. Il n'en croira pas ses yeux. Pour lui, jamais le Cody qu'il connaissait aurait pu accomplir tout ça. L'homme que la police lui décrira, les atrocités commises, cet homme sera incapable de les identifier à la tête blonde et souriante qu'il a vu grandir toutes ces années. Selon un journal en ligne américain, la famille de Cody Ledjebokov était bien connue autour de Fort St. James et aussi de la ville voisine Stuart Lake. La famille de sa mère, portant le nom de Godwin, possédait l'une des 3 scieries de Stuart Lake. En 2009, ils prennent la décision de s'en séparer, pour tout de même plusieurs millions de dollars. À ce moment-là, Cody a alors autour des 19 ans. Après ses études secondaires, le jeune homme aux cheveux blonds se dirige vers la mécanique auto. Il intègre alors la concession Ford, puis déménage à environ une centaine de kilomètres de Fort St. James pour rejoindre la ville de Prince George. Après s'être installé, il ne tardera pas à rencontrer une jeune femme et à sortir avec elle. Ça semblera d'ailleurs être du sérieux, puisque Cody, qui approche de ses 20 ans, passera le Thanksgiving 2010 avec sa belle famille plutôt que de rentrer chez lui. Mais alors que Cody vient tout juste d'entamer son entrée dans la vie active et indépendante, un drame foudroie de plein fouet la ville dans laquelle il vient récemment d'emménager. Le 26 octobre 2009, le corps d'une femme est découvert. Elle était à moitié enterrée dans une carrière en périphérie de la ville. Elle s'appelait Jill Stunchenko et était portée disparue depuis le 9 octobre 2009. Après cette découverte, la ville est sous le choc. Âgée de 35 ans, Jill était une maman de 6 enfants. Imaginez la tristesse. 6 enfants qui viennent de perdre leur mère. Elle travaillait depuis une dizaine d'années dans une agence d'escorte appelée le Black Orchid à Prince George. Et elle était connue de pas mal de monde en ville. Une enquête est ouverte par les autorités locales. On suppose que Jill a dû faire une mauvaise rencontre, peut-être par l'intermédiaire de son travail. L'agence qui l'employait propose des services d'escorte. Ce genre d'activité peut malheureusement parfois amener certaines femmes à faire des rencontres risquées, liées à la drogue notamment. Pour l'instant, l'auteur ou les auteurs de ce meurtre sont introuvables. Et pendant ce temps, Cody Ledjebokov continue paisiblement sa petite vie auprès de sa nouvelle petite copine. Bien qu'il puisse se montrer parfois un peu rustre, brut, sa personnalité semble toujours aussi agréable. C'était tout sauf un fauteur de troubles. D'ailleurs, les seules fois où des proches l'ont vu s'emporter vraiment, c'était dans des bars. À plusieurs reprises, Cody s'était retrouvé, comme dirait l'un d'eux, au mauvais endroit et au mauvais moment.
Mais le jeune homme puissant savait se défendre et rendre les coups. Ça, c'était un fait. Ces mésaventures ne lui ont jamais valu plus qu'un avertissement. Il était totalement inconnu des services de police. Il n'a pas eu de casier ouvert pour ses faits de violence ponctuels. Pendant près d'une année, il ne va rien se passer de particulier dans la ville de Prince George. Le mystérieux tueur de Jill est toujours recherché par la police. Mais l'enquête patine, on n'a aucune réponse. On présuppose donc un meurtre isolé, commis par une personne qui est déjà loin et peut-être même pas du coin. Ça, c'est une des hypothèses. Mais il y a une possibilité à ne pas négliger, celle de l'assassin local. Car qui dit meurtrier encore dans la nature, dit insécurité pour certains habitants. Et ça se comprenait. T'as un fou en liberté qui commet des horreurs, ça fait peur. Et par malheur, les plus pessimistes à ce sujet auront raison. Dehors, il y a bien un individu tout proche dont la folie meurtrière menace de s'abattre à tout moment. Bientôt, quelqu'un d'autre va mourir. Et si cet assassin se révèle être le même qui a eu le sang-froid d'enterrer une femme après lui avoir ôté la vie, il va par la suite agir de telle sorte qu'on aura cette impression lugubre qu'il ne peut désormais plus se contenir. C'est ainsi qu'entre le 31 août et le 1er septembre 2010, une nouvelle femme nommée Natasha Montgomery, âgée de seulement 23 ans et également mère de 2 enfants, disparaît sans laisser de traces. Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter la maison de l'un de ses amis de Prince George. À la connaissance de cette nouvelle, la ville entre de nouveau en effervescence. Il faut savoir que tout comme Jill Stuchenko, Natasha est manifestement une travailleuse du sexe. C'était sa famille qui avait signalé sa disparition à la gendarmerie. Tout ce que l'on sait de plus sur cette jeune femme, c'est qu'elle avait été patineuse artistique et joueuse de baseball il y a quelques années. Rapidement, les enquêteurs se mettent à sa recherche, sachant que chaque minute compte. Mais en dépit de tous leurs efforts, Natasha est introuvable. Les indices qu'elle a laissés derrière elle sont bien trop maigres pour aider la police à s'aiguiller sur une piste particulière. Surtout qu'à peine 10 jours plus tard, le 10 septembre 2010, le cauchemar recommence. Une autre femme disparaît soudainement. Cette fois-ci, c'est Cynthia France Mass. Et c'est de nouveau une femme qui travaillait dans le milieu de l'escorting. Elle avait seulement 35 ans. L'enchaînement est surprenant. Les autorités sont prises au dépourvu. Il est décidé de solliciter plus d'hommes pour se pencher sur cette disparition, en espérant une fin heureuse. Mais au fil du temps qui passe et des similitudes avec l'affaire Jill Stuchenko, l'espoir est très fragile. En ville, ces disparitions inquiétantes sont dans toutes les pensées, et comme dans toutes les conversations d'ailleurs. Du côté de Cody Lejebokov, difficile de savoir comment ces actualités sont vécues. Durant cette période, il n'y a que peu d'informations sur la façon dont se déroulent ces journées. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà affirmer la chose suivante. Le jeune homme de 20 ans en sait beaucoup plus que quiconque sur ces faits divers. Et d'une certaine façon, c'est dans son intérêt de se faire discret pour le moment. Un mois plus tard, le 9 octobre 2010, la police découvre finalement le cadavre de Cynthia Mass. Celui-ci n'était même pas dissimulé dans une autre ville. Quelqu'un l'avait caché à Prince George, dans un parc nommé Elsie Gun, un endroit réputé pour ses travailleuses du sexe, sur les rives du fleuve Fraser. L'état du corps qui vient d'être retrouvé est effroyable. La jeune maman est décédée des suites d'un traumatisme contondant à la tête, ainsi que de plusieurs plaies assez pénétrantes. Les policiers constatent également un trou dans une de ses omoplates. Elle a sa mâchoire et une pommette fracturée, ainsi qu'une blessure au cou qui faisait penser que quelqu'un l'avait piétinée. On transporte le cadavre à l'hôpital pour effectuer des prélèvements et le faire constater à un médecin légiste. En attendant, les autorités inspectent le lieu de la trouvaille, mais ils ne trouvent rien de particulier. Le ou les auteurs, quiconque soit-il, ne laissent à nouveau aucune trace, ce qui est très frustrant pour l'évolution des investigations. Et bah si c'est pas plutôt flippant tout ça? Imagine tu vis dans les parages. Sachant tout ça, je peux te promettre que je ne sors plus de chez moi. On a un détraqué en liberté qui commet des atrocités. Il y a de quoi devenir paranoïaque. Déjà 2 corps et la malheureuse Natasha Montgomery qui est toujours introuvable. Toute cette pression est difficile à supporter pour les enquêteurs, ainsi que pour la ville, y compris ses alentours. Chacun pense à la même chose. Chacun sait qu'à tout moment, une nouvelle victime peut disparaître. Le meurtrier est sûrement peut-être juste là, tout proche, déjà prêt à réattaquer. Et c'est bien ce qui va se passer. Un grand drame va encore frapper à la porte de Prince George.
Un drame affreux, certes, mais qui cette fois-ci va permettre de placer un point final à cette série de tueries infernales. Les amis, permettez-moi de vous raconter l'histoire de la dernière victime et de l'arrestation de son bourreau. Nous sommes le 27 novembre 2010. Dans une maison près du lac Fraser, Lauren Leslie, 15 ans, informe sa mère qu'elle sort prendre un café avec une amie. Après s'être équipée de son sac à dos, elle quitte sa maison. C'est la fin d'après-midi et la température déjà fraîche descend encore. Avec ses longs cheveux blonds et ses lunettes sur le bout de son nez, la jeune Lauren Leslie est décrite par sa famille et ses amis comme une adolescente pleine d'affection et confiante, bien que dotée d'une personnalité dure et fondée sur des principes. Plus tard, Lauren désire devenir médecin légiste, bien qu'elle souffre d'un assez lourd handicap visuel. Depuis sa naissance, elle a un œil complètement dysfonctionnel, et le deuxième qui dispose de seulement 50% de ses capacités. Mais même avec ce fardeau, c'est une jeune fille forte, qui ne semble pas avoir peur d'affronter ceux qui tenteraient de lui mettre des bâtons dans les roues. Un jour, par exemple, avec sa petite amie Charity, elle va effacer des caractères homophobes dans son école. Faut imaginer un peu la scène, des murs, des petites écritures avec des insultes, mais elles vont nettoyer tout ça. Et bien le lendemain, toutes les deux étaient revenues habillées de t-shirts arborant des symboles de la Gay Pride, en signe de protestation. Son père, Doug Leslie, expliquera plus tard que Lauren était très active sur les réseaux sociaux. Elle avait des centaines d'amis en ligne, dont une bonne partie qu'elle n'avait jamais rencontrée en personne. Parmi eux, certains déclareront que Lauren était une amie précieuse, qui savait se montrer présente lors des moments difficiles, comme des coups de déprime par exemple. Du haut de ses 15 ans, elle savait trouver les mots pour insuffler un peu de sa force à ceux dans le besoin. Vous l'avez compris, à de nombreux égards, Lauren est une âme qui semble bienveillante et prête à accueillir l'avenir avec beaucoup de courage. Malheureusement, si je parle au passé, c'est que tout va sombrer. Tout sera détruit lorsque la jeune fille croisera la route du tueur en série de Prince George. Il était dans sa ville et personne ne connaissait son identité. La vie peut être parfois si impitoyable qu'il n'y a pas de mots assez forts pour l'exprimer. Au contraire de celle des hommes réfléchis, la loi du destin est froide, implacable. Elle peut se montrer dénuée de toute once de justice. Il est alors très difficile de l'accepter. Selon la maman de Lauren, sa fille s'était familiarisée avec son agresseur dans les réseaux sociaux. Il portait alors le nom de One Country Boy. Ensuite, elle l'aurait rencontré en vrai durant une fête. Ce garçon grand et costaud avait une chevelure blonde. Le soir de ce même jour, à 21h45 précisément, l'agent Aaron Keller de la GRC, la gendarmerie royale canadienne, conduit. Il se dirige vers la ville de Van der Hoof afin d'y rejoindre un collègue. Il fait déjà noir dehors et il vient de neiger. La nuit est donc glaciale. Il emprunte une longue route longeant un bois situé sur sa gauche. Tout d'un coup, quelque chose attire son regard. Une lueur provenant justement de ce bois. Aaron Keller regarde un peu mieux et se rend compte que cette lumière provient de phares. Il pense d'abord avoir affaire à une motoneige. Et ce serait pas étonnant qu'avec toute cette neige, il en croise beaucoup dans ce coin-là. Mais ce n'était pas une moto, c'était bien plus gros et ça faisait beaucoup plus de bruit. Il entend son moteur rugir, même d'aussi loin. Le véhicule se rapproche et quitte finalement le chemin forestier pour débouler sur l'axe principal, tout près de l'agent qui garde un œil fixé sur lui. On peut le voir clairement maintenant, c'est une vieille camionnette GMC. Elle est en excès de vitesse et Aaron Keller réfléchit pendant quelques secondes. Il a un pressentiment. Il enclenche un interrupteur sur son tableau de bord et son gyrophare s'allume. Quelques minutes plus tard, la vieille camionnette s'arrête enfin. L'agent Keller prévient un autre agent par radio avant de sortir. Et ensuite, il s'approche délicatement du GMC. La température extérieure est en dessous de zéro et la visibilité est mauvaise. Aaron Keller arrive près de la fenêtre conducteur et celle-ci est déjà ouverte. Il constate avec étonnement qu'une main en sort et qu'elle tient tous les documents qu'il s'apprêtait à demander. Le permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation. Tout de suite, l'agent de la GRC trouve son attitude bizarre. En presque 100 contrôles routiers durant sa carrière, c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui présente immédiatement ses papiers avant même qu'il lui demande quoi que ce soit. Alors soit la personne est incroyablement disciplinée, soit elle est en proie à une certaine pression. Mais à première vue, il trouve ça louche. Et il a raison, mais qui fait ça sérieux ? Qui fait ça ? Normalement t'es en panique, tu stresses, t'as tes mains sur ton volant, t'es fébrile, t'es même pas en train de réfléchir à donner tes papiers, Enfin bon. Aaron Keller se penche pour voir l'individu qu'il vient d'arrêter. C'est un jeune homme d'environ 20 ans, massif, aux cheveux blonds.
Selon son permis de conduire, il s'appelle Cody Ledjebokov. Tout de suite, l'agent remarque que malgré la température, Cody est en short. Et sur ses jambes nues, il distingue ce qui ressemble à du sang, des traces de sang. Mais ce n'était pas le sien. Il en a également sur son menton et dans certains endroits de sa voiture. La pression de l'agent monte d'un cran et son estomac se noue. Lui qui s'attendait à un simple contrôle routier pour excès de vitesse commence désormais à soupçonner un cas potentiel de braconnage dans les alentours. Mais il se doit de rester prudent, c'était peut-être autre chose. Il lui demande alors d'expliquer la présence de ce sang. Cody Ledjebokov répond qu'il vient de chasser le chevreuil avec un ami et qu'il en avait trouvé un. Selon son récit, il l'aurait attrapé pour le battre à mort avec une clé à pipe. Déjà, qui va battre à mort un pauvre animal avec une clé à pipe? Faut être complètement fou. Le mec, il a expliqué ça, comme si c'était normal. L'agent, choqué par ses déclarations, lui demande pourquoi il a eu un tel comportement. Il répond « Je suis un redneck, c'est ce que nous faisons pour le plaisir ». Sur ces mots, l'agent demande à Cody de sortir du véhicule. Il souhaite l'arrêter pour transgression de la loi sur la faune et braconnage, bien qu'il trouve l'histoire un peu déroutante. Il fouille ensuite rapidement la camionnette et trouve effectivement un outil taché de sang. Mais ce n'est pas tout. Sur le siège passager, Aaron Keller retrouve également autre chose. C'est un sac à dos. En faisant ces découvertes, il partage à Cody ses doutes sur le bien fondé de son histoire. Il remarque que ces questionnements agitent et énervent le jeune homme. Cela pousse l'agent à retourner à sa radio pour rappeler un garde-chasse. Il doit en avoir le cœur net. Aaron Keller lui raconte ce qui se passe. Et bien que l'heure soit tardive, afin de vérifier l'histoire du braconnage. Il précise ses doutes, comme de faire attention à ce qu'il pourrait découvrir. De son côté, il va attendre son retour par radio. Pendant que l'agent Keller surveille Cody, le garde-chasse remonte une piste qu'il vient de débusquer, dans la forêt enneigée, près du lieu du contrôle routier. Pour l'instant, aucune trace de sabots de chevreuil. Tout ce qui apparaît dans la neige, ce sont des traces de pas humains. Et au bout du chemin, le pire scénario possible. Le garde forestier recontacte tout de suite Aaron Keller pour lui partager sa trouvaille, le corps sans vie de Lauren Leslie. À l'écoute de cette nouvelle information, l'agent Keller garde son calme. Il sort son arme, ressort de sa voiture et au milieu de cette route perdue, sombre et glaciale, met en état d'arrestation Cody Ledjebokov. Le jeune homme est placé en garde à vue, puis en détention provisoire. Le temps de fouiller plus en détail sa voiture, y faire des prélèvements, analyser la scène du crime, réaliser une autopsie et surtout le soumettre à un interrogatoire poussé. Ainsi, petit à petit, un puzzle se forme. Le sang retrouvé en quantité dans sa camionnette n'était pas celui d'un chevreuil. D'ailleurs, aucun animal torturé, selon sa description, n'est a priori retrouvé dans les environs. Mais il y a plus gros, le sac à dos retrouvé à l'arrière du véhicule. Il contenait à l'intérieur une carte de souscription à la section enfants d'un hôpital voisin, au nom de Lauren Leslie. Ce sac, c'était donc bien celui de la jeune fille, qu'elle avait emmené au moment de sortir de chez elle pour la dernière fois. À la lumière de ces nouveaux éléments, l'appartement du suspect est fouillé. Et là, bingo, de l'ADN est retrouvé. En le comparant à celui des victimes, tout concorde. Tous ces éléments semblent parler d'eux-mêmes. Difficile à présent de ne pas voir en Cody Ledjebokov l'assassin recherché activement ces derniers mois. Les enquêteurs fouillent également le téléphone de Cody pour tenter de retracer ses déplacements via ses positions GPS, ses messages, ses appels, ses photos. Apparemment, le jeune homme était un consommateur de cocaïne. La police suggère qu'il se ravitaillait peut-être auprès de dealers proches du monde de la nuit et donc de l'escorting, ce qui expliquerait la façon éventuelle dont il aurait rencontré les premières victimes, Natasha, Gilles et Cynthia. C'est une supposition que Cody réfute lors de ses interrogatoires. Selon ses déclarations, il était bien présent au moment où 3 femmes sur 4 se sont fait tuer, mais il n'aurait été que spectateur. Ceux qui auraient fait ça seraient 3 hommes, dont Cody préférerait taire les noms. Bizarre comme discours. Vous en pensez quoi, sérieux? En ce qui concerne Lauren Leslie, Cody va dire selon ses termes qu'elle aurait basculé, qu'elle se serait tuée d'elle-même avec la fameuse clé à pipe et un couteau. Tuée d'elle-même avec un couteau et une clé à pipe. Ok, c'est pas très logique tout ça, difficile d'y croire. Évidemment, cette version ne convainc pas les enquêteurs. Mais pour le moment, cette version est prise en compte. L'enquête va se poursuivre, surtout que Natasha Montgomery n'a toujours pas été retrouvée. Mais le jeune Cody Ledjebokov, a priori, ne peut plus s'en sortir.
Le 17 octobre 2011, il est accusé d'être l'auteur de 3 meurtres, dont un présumé, celui des 3 femmes escort girl. Pour cela, il est incarcéré le temps de trouver une date à son procès. Pour lui, c'est la fin de la partie. Il est temps que justice se fasse. Le 2 juin 2014, le procès de Cody Ledgebokoff commence devant un jury à Prince George. Plus de 100 personnes y assistent. Et ce procès se déroulera sur plusieurs jours à des intervalles irréguliers. Durant ceux-ci, les membres du jury chargés de décider du sort de l'accusé recevront des tonnes de preuves, des photos médico-légales ainsi que des heures d'entretien audio et vidéo avec lui. Le 1er août, le procureur de la Couronne termine sa plaidoirie après avoir appelé 93 témoins. C'est juste énorme. Le 26 août, Cody Ledgebokoff prend sa propre défense. Il annonce au jury la même version présentée aux enquêteurs, à savoir qu'il était présent lorsque les 3 femmes sont mortes. Il explique encore que 3 autres personnes, qu'il refuse toujours de nommer en les appelant X, Y et Z, étaient également impliquées et qu'il n'avait pas personnellement commis les meurtres. Selon sa version, un des hommes serait trafiquant de drogue et les 2 autres seraient ses complices. En ce qui concerne Lauren Leslie, il raconte qu'elle a mis fin à ses jours, utilisant une clé à pipe et un couteau. Ces déclarations sont perçues comme une provocation par la cour, qui n'hésite pas à le menacer d'une condamnation supplémentaire pour mensonge et outrage envers le tribunal. Le 2 septembre, lors des plaidoiries finales, l'avocat de la défense de l'accusé demande au jury de condamner son client des 4 chefs d'accusation de meurtre au 2e degré au lieu de premier. Précisons qu'au Canada, le 1er degré veut dire meurtre avec préméditation et le 2e inclut tous les autres types de meurtres. Ainsi se terminent les plaidoiries pour permettre à Cody Ledgebokoff une dernière défense. Le 10 septembre, le jury se retire pour examiner le dossier et enfin donner son verdict. Le lendemain, le 11 septembre 2014, la demande de l'avocat du jeune homme est rejetée. Cody Ledgebokoff est donc officiellement reconnu coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré. Pour ça, il est condamné à 4 peines d'emprisonnement à perpétuité. Et il n'aura pas le droit à la libération conditionnelle jusqu'au 28 novembre 2035, c'est-à-dire 25 ans après son arrestation par l'agent Keller. Il est néanmoins en droit de demander une réduction de peine après 15 ans passés derrière les barreaux. Le juge Glenn Perrett de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et qui a siégé lors de ces audiences félicite les enquêteurs pour le bon travail de la police et d'avoir arrêté ce tueur. Mais il y a aussi le facteur chance qui n'est pas à négliger qui a eu son rôle dans cette enquête. Si l'agent Keller avait eu un contretemps et était parti 10 minutes plus tard en voiture le jour où Lauren Leslie a été tuée, peut-être n'aurait-il jamais croisé la route de Cody. Et peut-être que ce dernier serait encore dans la nature. Parfois il est bon d'avoir un petit coup de main du hasard ou du destin. Ça dépend de la perception de chacun. Le juge Parrett a également déclaré les conditions des corps qui ont été retrouvés. Montgomery, qui est toujours disparu, montre l'intention de Ledgebokoff. Il voulait non seulement tuer les victimes, mais aussi les dégrader et les détruire. Toujours selon le juge, il semble évident que Cody Ledgebokoff est un être qui manque de toute empathie ou de remords, au vu de son attitude et de ses déclarations. Selon lui, il ne devrait jamais être autorisé de marcher parmi les citoyens canadiens. Après le procès, il explique de quelle façon il a perçu les paroles de Cody lorsque celui-ci tentait de se défendre. S'il a rejeté son témoignage sur la façon dont les meurtres se sont produits et qu'il ne le croyait pas, c'est notamment parce qu'il avait remarqué un comportement récurrent chez lui, sur sa façon de parler, comme si ce n'était jamais de sa faute. Le juge déclare ainsi les choses suivantes. Les choses n'arrivent jamais parce qu'il a fait quelque chose. Elles semblent toujours se produire par accord, par consentement mutuel ou une autre raison qui n'est pas directement liée à lui. Par ailleurs, selon le juge, ceux qu'il a appelés X, Y, Z, ceux qui ont tué les victimes, apparemment, n'ont jamais existé. Ce serait une invention pour minimiser au maximum son implication dans les meurtres. Les jours et les semaines qui suivirent ce jugement furent marqués par le choc des habitants de Fort St. James, la ville qui a vu grandir Cody. Mais le plus dur, après les victimes et leurs proches bien évidemment, c'est ce qu'endurent les parents de Cody. Incrédulité, consternation, incompréhension, mais pour certains, acceptation finalement. Peut-être qu'un jour Cody avouera ce qu'il a fait, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, même s'il a été jugé de façon impartiale, et que très peu sont ceux qui remettent en question ses crimes, l'entendre reconnaître ce qu'il a fait serait pour certains pouvoir enfin mettre véritablement un point final à toute cette triste histoire. Pour finir, précisons que presque tous les morts ont pu être enterrés dignement. Presque.
car malheureusement, encore aujourd'hui, Natasha Montgomery n'a jamais été retrouvée. Ainsi se termine l'affaire Cody Ledjebokov. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de tueur en série. Autant vous dire que c'est toujours aussi effrayant. Le plus perturbant avec ce type de tueur, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas. Ils ne se remettent quasiment jamais en question. Là, je peux vous dire que si l'agent n'était pas tombé sur Cody, on aurait des victimes supplémentaires. C'est quasi sûr. C'est pour ça que c'est effrayant ce type de meurtrier. Tu ne sais jamais quand ça va s'arrêter. Enfin bon, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. J'aimerais avoir vos analyses concernant son côté psychologique et s'il a menti par rapport aux 3 personnages qui auraient tué eux les victimes. Mais bon, selon le juge, c'est des conneries et j'ai plutôt tendance à être de son avis. Parce que franchement, ça semble un peu facile d'inventer une histoire pareille. Enfin bon, j'attends vos avis avec impatience. Et aussi sur mon Instagram Mogota-sama, j'aimerais avoir des suggestions d'affaires criminelles que vous connaissez. Et plus précisément sur des tueurs en série peu connus. Je pense que je vais en faire beaucoup plus à l'avenir, donc n'hésitez pas à me partager tout ce que vous avez. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et maintenant, il est temps pour moi de vous laisser. Prenez bien soin de vous et vos proches, profitez un petit peu du soleil. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.